générale depuis 2017 de mes travaux auprès des personnes en situation de handicap, de fragilité, de vulnérabilité, aux prises avec les technologies numériques. On a beaucoup parlé d'humain, on va terminer sur les technologies, sur du non-humain. Parce que pour moi, partir des besoins et des demandes de ces personnes dans leur vie quotidienne permet de mesurer différemment l'ampleur des forces et des formes d'innovation à l'œuvre. Tout dans mes travaux conforte l'hypothèse résolument déterminée que leur expérience contient toutes les autres et que ils, elles, sont les moteurs de notre évolution en commune humanité. Plus que jamais, sans doute, en cette période incertaine, la force du lien social, à l'instar de celui d'une chaîne, se mesure au plus faible de ses maillons. Dit autrement, si les desseins de notre monde numérique doivent être des avancées bénéfiques, nous l'éprouverons avec ces personnes, leur acceptation, leur consentement, en les associant pleinement aux innovations dans ce secteur. Alors, les travaux essentiellement qualitatifs que j'ai menés jusqu'alors se fondent sur des observations participantes périphériques, en situation ou via un mode expérimental et avec des cas d'usage où on essaye d'éprouver l'acceptabilité sociale de différentes technologies numériques. Alors, l'objectif était de progresser dans la connaissance de l'expérience individuelle et collective des publics précités, comme des professionnels qui les accompagnent ou des aidants dont on vient de parler qui les entourent. Parce que nous sommes toutes et tous en transition digitale et c'est vrai que cette dimension-là concerne particulièrement aussi les publics dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors, les expérimentations en cours actuellement à l'Institut méditerranéen, je suis fatigué, du risque de l'environnement du développement durable, l'IMRED, où je travaille, portent d'une part sur les solutions du logement de demain. Je vous en ai parlé l'année dernière, on travaille sur les smart développements. Voilà. Mais souvenez-vous, l'année passée, j'en avais surpris quelques-uns en vous parlant de la fabrication additive de pièces comestibles fonctionnelles avec l'impression 3D, voilà. Et nous avons toute une expérimentation aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes invités, si vous allez sur le site de l'IMRED, nous avons une journée d'études le 3 décembre autour d'un projet qui s'appelle Carême. N'y voyez aucune allusion religieuse, hein, c'est simplement un clin d'œil à Antonin Carême, le chef des rois et le roi des chefs. Complément alimentaire 3D, recherche expérimentale médico-éducative. De quoi s'agit-il simplement? C'est-à-dire que nous allons retravailler sur l'alimentation pour des personnes atteintes de cancer de la région cervico-faciale, pour des personnes handicapées mentales et pour des personnes âgées dépendantes, notamment pour reformer, préformer l'alimentation et travailler autour de la renutrition et de la lutte contre la dénutrition. Donc vous êtes plus que les invités. Notamment, j'en ai parlé ici, et un des chapitres précurseurs est dans l'ouvrage qu'a dirigé Philippe Lito, À table les vieux. Alors, avec le thème qui était proposé dans cette édition, mon approche sera complètement prospective et théorique, documentaire, illustrative, pour en somme une mise en propos ou en réflexion sous forme de battle. C'est comme ça qu'on parle dans la langue des tech. En effet, toutes les expérimentations autour de l'amour digital, je ne les ai pas éprouvées avec des avancées scientifiques dont je soupçonne les retombées et qui sont, n'ont pas douté, stimulantes. Et de tout point de vue, ces expérimentations sont encore hors de compétence de l'auteur. Alors, les technologies numériques, alors je vous présente Henri, le premier robot sexuel 2018. Alors, prenons ça Henry, parce qu'il vient des États-Unis. Destiné aux femmes et capable aussi de faire de l'humour, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Donc, les technologies numériques ont pour elles de s'installer dans tous les interstices de notre vie professionnelle, personnelle, et de la sorte vont préformer nos relations, même les plus intimes, aux autres,
et leurs équipements, tout en digital tech, accompagnent notre vie sociale aujourd'hui, comme sentimentale, à différents âges de la vie, et participent de ce qu'on appelle une artificialisation de nos relations. Cette communication, donc, que je vous propose, va être une analyse des possibles à l'ère du numérique, où essaiment déjà des capteurs qui vont mesurer les performances relationnelles ou sexuelles, des objets connectés qui vont produire des données permettant de se comparer ou de se retrouver en temps réel dans des rencontres virtuelles, des robots d'accompagnement déjà sexuels. Et l'ensemble préfigure tout un smart love, un amour du futur, pour vivre autrement l'inéluctable encore vieillissement du corps et des esprits. Mais ces développements annoncent, parmi toutes les fonctionnalités de l'humain, comme du vivement, au sens large, l'avènement de formes numériques non seulement de surveillance de la santé physiologique et psychologique, mais aussi de bienveillance sanitaire et sociale, de soutien émotionnel, d'un autre vivre ensemble en ce début du XXIe siècle, marqué par une profusion des innovations technologiques. Alors, est-ce que les innovations technologiques, finalement, peuvent aujourd'hui soutenir le lien social? On va commencer par ça avant de glisser du côté des corps et des esprits. Alors, dans ce que je viens de dire, on peut considérer sans trop se tromper que la transition digitale va entraîner une rupture dans toutes les manières de travailler et d'être avec l'autre, et comme le Michel Serres, nous condamner finalement à devenir plus intelligents. Cette transition digitale oblige déjà à un certain nombre de médiations socio-techniques, nous oblige déjà à un certain nombre de médiations socio-techniques qu'il faut sans cesse réajuster, compte tenu de la puissance d'entraînement aujourd'hui des transformations. Et c'est pas peu dans un champ professionnel comme le vôtre, celui du social, du médico-social, du sanitaire, où on a toujours vanté la puissance, voire la primauté des relations interpersonnelles en coprésence physique. On va passer de l'humain au non-humain aujourd'hui, et cette primauté des relations interpersonnelles en coprésence physique va être mise à mal. Donc l'angle d'approche des groupes professionnels ne peut que être aujourd'hui de composer, maintenant à marche forcée, avec l'universalité du numérique et sa profusion d'innovations technologiques, notamment celles qui vont permettre au plus grand nombre de vieillir à domicile et de maintenir la place et le rôle des personnes âgées dans notre vie sociale. Alors pour résumer le propos, la transition digitale nous amène à accepter socialement différentes innovations et nous contraint d'adapter les activités et les pratiques existantes aux nombreux défis que posent les technologies pervasives du numérique. Le terme pervasif est important parce que vous vous en êtes rendu compte, ces technologies s'infiltrent, s'instillent dans notre vie tous les jours. Et l'exemple essentiel est le smartphone, qui maintenant remplace un certain nombre de fonctionnalités et qui est présent dans notre vie de tous les jours avec des puissances d'addiction importantes. Alors, justement, ces usages deviennent hautement addictifs, chronophages aussi, et des premières craintes et critiques affleurent déjà le traçage numérique des personnes, le contrôle d'une présence numérique avec data visualisation, un ciblage des populations vulnérables et fragiles ou à risque à des fins de protection, de prévention, de diagnostic précoce. Ceci permettant, avec la constitution progressive de ce qu'on appelle notre double numérique, souvenez-vous, l'année dernière, on en a parlé rapidement, c'est-à-dire que progressivement, comme nous nourrissons le troll en permanence, nous sommes en train de construire notre double numérique, voilà, avec toutes les données que nous produisons. Et ce double numérique va permettre de remonter toujours plus haut, toujours plus loin, plus en amont de notre parcours de vie, mais aussi de celui de notre famille, et d'y associer des facteurs prédictifs. Les effets cumulatifs de toutes ces expérimentations commencent déjà à dessiner une vision très contrastée du lien social, sous contrainte de ce qu'on appelle une gouvernementalité algorithmique. Nous sommes gouvernés par des algorithmes, de l'utilisation ex post de la donnée captée ou saisie, des régulations encore possibles pour viser un bien commun ou renforcer un lien social. Alors, les deux dispositifs clés de cette transition digitale sont ce qu'on appelle la plateforme et l'application. Ça va ? Nous sommes véritablement dans une plateformisation du monde. Toutes vos activités avec la dématérialisation, aujourd'hui, passent par les plateformes et passent par l'application. Et ceux-ci deviennent, dans l'ici et maintenant, et dans le champ qui nous préoccupe, à savoir le sanitaire, le médico-social, un mode d'organisation doublé
d'un outil d'accompagnement, d'intermédiation informationnelle, et ces dispositifs vont permettre pêle-mêle une assistante sociale numérique, un bureau virtuel d'aide sociale, des espaces numériques de travail, avec à terme une visée d'interopérabilité des systèmes d'information pour ces publics spécifiques. Ces technologies ont clairement déplacé un certain nombre de compétences humaines ou sociales dans les objets techniques, et je cite ma collègue Madeleine Acriche sur ces propos. Et ceci est d'autant plus important que les prises de décision pour les fonctionnalités de l'humain, pour lesquelles on va mandater les algorithmes, c'est-à-dire qu'on va leur demander de faire pour nous, va s'accélérer. Donc, loin d'être une déshumanisation, il faut s'accorder, toujours avec Madeleine Acriche, que le problème n'est pas de savoir si, par exemple, l'informatique est un formidable progrès ou un instrument supplémentaire d'asservissement des peuples, mais plutôt sous quelles conditions et selon quels mécanismes l'introduction d'une nouvelle technologie peut aboutir à la recomposition partielle des relations qui définissent notre société et même, dans un second temps, à la modification de la représentation des connaissances que nous en avons. Donc nous sommes véritablement sur le mode du défi, et celui de la dématérialisation que nous vivons actuellement est vraiment le défi le plus important. Parce que notamment sur ce mode de défi qui s'impose à nous, il s'agira de préserver le caractère intrinsèque d'un service à la personne, ou d'un service public, on pourra dire. Je vous pose une question bête, mais est-ce que vous pensez encore qu'un service dématérialisé est un service public ? Question, pas de réponse, mais juste en termes de réflexion. Mais il y a plus. Il y a plus ce que Michel Chaudière a appelé la chalandisation, c'est-à-dire la marchandisation du sanitaire et du social, est maintenant couplée à la mercantilisation des dispositifs sociotechniques qui ouvrent sur une nouvelle économie du lien social. L'innovation sanitaire et sociale a un coût et elle s'installe d'une manière durable dans nos vies et dans nos lieux de vie. Dit autrement, dans l'habitat privé ou institutionnel, dans l'environnement urbain ou rural, les équipements les plus souvent mis en avant sont ceux de la domotique classique que vous connaissez, au profit des personnes à mobilité réduite, depuis les interrupteurs, les piluliers connectés, aux robots d'accompagnement, en passant par la gestion à distance ou programmée des constantes physiques, pouls, tension, température, ou alors d'un certain nombre de constantes techniques, de l'éclairage au chauffage. Alors cet habitat est un terrain d'expérimentation privilégié. Alors si un jour vous venez à Nice, à l'IMRED, nous avons tout un smart home à l'intérieur avec des capteurs. Nous travaillons sur la manière dont le virage domiciliaire va se faire et dont la manière dont notre logement, et avec le confinement, tout ce que nous avons vécu, nous l'avons remarqué, notre logement devient le lieu de soins, le lieu de vie, le lieu de loisirs, le lieu de travail. Il va y avoir progressivement, ce virage domiciliaire va s'accentuer avec ces technologies, et le logement va devenir un espace doté de multiples capteurs de données électroniques pour régir en temps réel toutes nos ressources et nos activités. Vous avez déjà le compteur Linky chez vous, ça c'est la première étape. Il est souvent présenté sous l'angle de la téléassistance versus télésurveillance en France, avec l'angle soins et avec le développement de la téléconsultation qui a connu, vous le savez, qui a été boosté par la situation épidémique et maintenant endémique depuis 2020. Ces téléconsultations reconnues par l'assurance maladie sont représentées sous le sceau de la simplicité, de la rapidité des rendez-vous, des conseils, des suivis en appel, rappel, des renouvellements, des réadaptations de traitement, le tout derrière avec un gain de temps et sans déplacement. Alors, à y regarder de plus près, ces différents dispositifs expérimentaux de surveillance et de scorage, quand même, de notre état de santé en temps réel, comme l'autonomisation qui les sous-tend, vont déjà, volontairement ou non, pleinement faire partie de nos vies, de notre quotidien, de notre domicile, et vont là aussi préformer nos relations aux lieux et aux autres, et semble-t-il même, elles vont nous aider à libérer du temps et plus de créativité personnelle comme professionnelle. Et tous ces équipements que nous testons dans notre Smart Home à Nice, tous ces équipements devraient augmenter les capacités humaines, mais ne pourraient pas tout à fait s'y substituer. Cette automatisation, c'est aussi ce qu'on appelle l'Internet des objets, vous le connaissez, la télévision connectée, l'alarme, la caméra de surveillance, le réfrigérateur, le tensiomètre, le bracelet montre,
le bracelet mesurant les émotions, la brosse à dents connectée. Alors, Noël approche, il semble que l'objet connecté le plus vendu, c'est le pèse-personne connecté. Voilà. Cet objet parle, oui, donc il vous dit un certain nombre de choses, souvent difficiles à entendre par d'autres. Voilà. Et le pèse-personne, les robots de cuisine, qui vont intégrer des habitudes d'utilisation ou d'utilisation alimentaire. L'impression alimentaire 3D que je vous ai montré avant vise ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation de la nourriture. C'est-à-dire qu'on pourra même intégrer tous les traitements à l'intérieur, préformer un certain nombre d'aliments pour faciliter cette renutrition. Alors, d'aucuns... La CNIL, vous connaissez, la Commission nationale d'informatique et liberté, ça va tellement loin qu'elle informe déjà maintenant sur les différentes fonctionnalités de l'ensemble de cet Internet des objets et demande à tout le monde de commencer déjà par lire le mode d'emploi et de recommander d'adapter l'achat aux besoins réels et de vérifier s'il y a une possibilité de désactiver les micros et les connexions. Et d'aucuns se demandent même si déjà il ne faut pas former à la domotique le personnel de maison, les assistants de vie ou les aides à domicile. Voilà. Dans l'Internet des objets, une mention spéciale revient aux assistants vocaux, aux interfaces conversationnelles qui sont déjà partout. Alors, chacun d'entre nous, nous avions déjà l'habitude des voix de synthèse, de la téléphonie, des annonces publiques ou publicitaires. Mais aujourd'hui, ces interfaces conversationnelles vont s'interopérabiliser avec un certain nombre de dispositifs sociotechniques qui vont être toujours empathiques et audibles 24 heures sur 24. L'assistant conversationnel vous répondra tout le temps, à n'importe quelle demande. Et Luc Julia, qui est le père de Siri, pour ceux qui connaissent, voilà, écrivait qu'un jour on discutera avec les machines sans même le savoir. Voilà. Gageons que pour Alexa, ça va là Alexa, vous savez qu'aux États-Unis, il y a maman, papa et Alexa. Alexa, Google Home Assistant, notre voix, nos voix en commande vocale communiquent déjà de l'information, produisent des données captées par ces dispositifs avant l'ultime étape de capter des fragments de notre pensée, de les transcrire. C'est ce qu'on appelle des neuroprothèses. En signaux électriques, c'est ce qu'on appelle le biohacking, les biotechnologies. Et les robots d'accompagnement vont aussi en ce sens, à l'instar notamment de ce robot japonais qui permet de lutter contre la solitude en vous tenant la main, une main électronique synthétique qui peut même transpirer ou émettre des sons et des odeurs. Alors là, on est dans les presque humains, comme les nomme Thierry Hockey dans son ouvrage en 2021. Les presque humains sont déjà là, et avec nous, demain, s'installe et se déploie véritablement une vie à l'heure des big data, des données massives, va se déployer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et celle-ci n'irait, semble-t-il, pas dans le sens d'une standardisation de nos activités, même les plus quotidiennes, mais comme je l'ai déjà dit, dans une espèce d'hyper-personnalisation et un soutien à notre encore et toujours fragile condition humaine dans la quantification et dans le traitement de l'information des données aujourd'hui massives. Alors là, juste un exemple, Bernard Stiegler, que j'apprécie beaucoup, de rappel que ce n'est pas la technique qui est toxique en soi, mais notre incapacité à la socialiser correctement. Et Google a déjà déposé un brevet pour l'intelligence artificielle pour surveiller les bébés, voilà, via les interfaces conversationnelles. Donc c'est... Voilà, nous n'aurons bientôt plus besoin... Nous ne sommes déjà plus seuls. Avec ces objets, c'est clair. Alors, l'objectif ultime serait qu'elles nous soutiennent aussi, ou nous poussent à la production de sentiments, comme la production de désir, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, sans doute une prochaine étape qu'il faut relativiser, à l'instar de Thierry Mangin, qui dit que certes l'intelligence artificielle traitant des données massives apporte une forme de nouveauté scientifique, en leur présentant des évolutions possibles d'un système complexe, non envisageable préalablement, mais cette nouveauté reste normative et n'épuise, dit-il,
Loin s'en faut notre créativité humaine. Alors il donne l'exemple du musicien qui peut découvrir des harmonies par traitement informatique, mais qui en initie beaucoup plus et des harmonies beaucoup plus profondes, sans calcul à travers ses inspirations. Alors bien sûr, on en vient à notre sujet, sans parler de l'amour ou de l'inspiration divine, qui ne serait pas du ressort du mesurable et du quantifiable. Et pourtant, deuxième partie de mon propos, l'amour, double point, un partage en mode digital et la promesse d'une smart sexualité. Donc là, je suis obligé de faire, comme mon collègue, un avertissement, les contenus en texte et en images peuvent heurter votre sensibilité par la suite, étant donné que, ne serait-ce que la première, il semble que 41% aujourd'hui des Français, si on croit les sondages, préféreraient se passer de sexe que de se passer de son portable. Voilà. Donc nous approchons progressivement d'un mode particulier. Je vois à votre réaction que j'ai déjà heurté votre sensibilité. Alors comme indiqué en introduction, méthodologiquement, le propos que je vais tenir maintenant ne relève pas d'une enquête. Je n'ai pas fait de recueil de données stricto sensu. L'approche est une approche classique des usages numériques au travers d'une analyse documentaire qui reprend sous forme de constats d'alerte. Je vais vous donner 5 constats d'alerte, quelques fragments prospectifs du comment un intermédiaire technique aujourd'hui participe d'un lien social et spécifiquement d'un rapport amoureux ou d'un rapport charnel. Alors c'est une analyse en toute réflexivité avec ces différents constats où prédominent encore davantage des représentations, des spéculations, beaucoup plus que les connaissances acquises dans cette phase d'évolution d'une transition digitale pour les publics précités. Alors là, vous avez toutes les expérimentations autour de la réalité virtuelle pour les personnes âgées, depuis le fait de se souvenir, de se remémorer un certain nombre d'épisodes de vie, jusqu'à la messe proposée en réalité virtuelle, ce qui est quand même une évolution tout à fait sensible, vous le reconnaîtrez. Alors, premier constat, si les technologies numériques sont et resteront de gros pourvoyeurs d'innovation, elles sont aussi de puissants producteurs de fiction en utopie et en dystopie. Aussi faut-il tout de suite et classiquement convoquer Jacques Ellul, pour qui le développement de la technique n'est ni bon, ni mauvais, ni neutre, mais il est le fait d'un mélange complexe d'éléments positifs et négatifs, bons et mauvais, si on veut adapter un discours, un vocabulaire moral. Et c'est extrêmement important dans ce qui va suivre. Et d'admettre avec lui que le vrai problème actuel, le véritable défi de la technique, se situe en l'homme lui-même et non dans les objets. Et dans ce qui va suivre, nous aurons toutes nos technoconsciences digitales pour nous, ce qui nous permettra aussi de sortir d'une lecture très psychanalytique de nos relations intimes contemporaines et de relayer définitivement au passé les accompagnements humains du siècle dernier en consultation comme les thérapies, etc., familiales et autres thérapies de couple, pour surmonter nos questionnements et nos difficultés. Alors, certaines fonctionnalités de ces plateformes, vous les connaissez déjà, les applications par lesquelles les concepteurs et les promoteurs préforment nos contenus, vont déjà construire notre bulle informationnelle. Alors, c'est ce que vous avez dans toutes vos plateformes, vous avez ce qu'on appelle un espace personnel ou un espace particulier. Oui, chacun d'entre nous sur la plateforme a un espace personnel, un espace particulier. Et maintenant, on va même aller dans l'espace de l'intime et ces configurations vont donc aller jusqu'à impacter notre relation amoureuse, et ceci même dans les développements récents et les valeurs contemporaines du couple, telles que mon collègue Kaufmann a pu les détailler. Alors c'est extrêmement important parce que Caroline Brea et Jean-Marc Benkemoun, dans une tribune à l'Humanité récente, alerte avec force sur le fait que la pornographie est essentiellement aujourd'hui véhiculée par l'Internet. La pornographie devient le principal support d'éducation, de toute la jeunesse. Et la moyenne d'âge, elle est quand même de 11 ans, et donc ces plateformes, cette mise en données de la sexualité pose un problème parce qu'ils reprennent dans cette alerte, dans ce manifeste, plusieurs dangers de l'exposition des enfants aux images pornographiques et toutes les atteintes sur leur psychisme à l'heure où la lutte contre toutes les formes de violence familiale, intraconjugale ou intersexes doit s'intensifier. Alors,
Deuxième constat, les travaux de l'IGS en 2011, avec sexualité, handicap et vieillissement, avaient déjà posé de solides jalons. Alors, Philippe, on est 10 ans après. 10 ans après. Et la sexualité devient aussi digitale, et les technologies numériques qui convertissent nos modes de vivre ensemble en clics et données vont transformer cette vie jusqu'à l'intime. Une évolution qui peut éclairer d'une autre manière, non comme une marchandisation aussi, comme une prostitution, les questions de l'assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Oui. C'est un point important ça, à prendre en considération. Notamment le 6 octobre 2021, le Comité consultatif national d'éthique sur l'assistance sexuelle ouvre justement la réflexion et l'ouvre hors soin sur l'expérimentation d'initiatives, je cite, permettant l'accompagnement aux gestes du corps et de l'intimité dans le champ du handicap, et mentionne, outre les questions élémentaires de formation des professionnels, les questions sensibles, je cite, de l'appropriation d'un matériel dédié. Troisième constat, dans toutes les formes de numérisation du monde aujourd'hui, il est absolument indispensable de s'arrêter sur les usages qui nous amènent à déplacer nos désirs, nos frustrations ou accomplissements, non seulement dans un certain nombre d'objets, mais dans une dématérialisation de la sexualité, autrement dit dans une temporisation et une spatialisation différente de la relation. Alors, on avait déjà un certain nombre d'expériences en France. Alors, les références que je vous donne là, ce sont juste des illustrations. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour l'Institut Sapiens, je précise, c'est vraiment très très important, mais notamment lorsqu'il dit finalement nous allons vers chacun d'entre nous un assistant récréatif qui va nous proposer un certain nombre de contenus personnalisés, et que l'intelligence artificielle va être capable de déceler, d'analyser, de comprendre d'une manière très précise l'ensemble de nos désirs et va pouvoir organiser dans cette dématérialisation jusqu'à notre sexualité. Alors, on avait déjà ça en France. C'était les premières expérimentations de l'amour déjà polymorphe sur le déjà oublié Minitel, que vous connaissiez, comme équipement précurseur de la drague électronique. Et depuis, notre sexualité a bien négocié son virage numérique. Alors on a les sites, les applications de rencontres que vous connaissez. L'amour est aussi dans l'Internet, en lieu et place des petites annonces de l'agence matrimoniale ou autres intermédiaires. Alors tout ce qui est mis en avant, et je trouve ça assez incroyable, c'est qu'il faut retrouver l'amour au plus vite. Oui. Et donc en quelques clics, ce serait possible. Mais tout ça entraîne une autre vision du couple et des rencontres comme le propose ma collègue Marie Bergstrom. En ce sens, dans un futur proche, la promesse d'une smart sexualité questionne à plus d'un titre le statut du corps, son intégrité, ses enjeux, ses performances, le lien entre connexion et activité depuis la rencontre comme dans l'échange, le rapport au temps, la subordination des désirs comme des jouissances aux objets maintenant intelligents qui entraînent des modes familiers d'aliénation identifiables par la quantité de traces et de données qu'ils vont produire. Autrement dit, nos désirs vont être stockés sur la Terre, comme dans le cloud, oui, et quelque part dans ce qui va devenir le métaverse. Alors ici, vous avez cet exemple qui est donné où finalement l'ensemble des contacts physiques disparaissent au profit du monde virtuel et qui vont progressivement se dématérialiser. Alors, donc, quatrième constat, oui, je vais vite, quatrième constat, sous forme d'une question éthique, notre péccabilité elle-même sera impactée. Péccabilité, c'est-à-dire notre capacité d'être des pécheurs, oui. Le péché même va être impacté. Avec ces interfaces non humaines, la question se pose, est-ce que nous ne commettrons plus de fautes, de transgressions? Est-ce qu'on ne va plus vivre d'interdiction dans la fabrique d'une relation? Donc,
Fini les ruses en séduction, les guerriers de sensualité, voire même les formes aujourd'hui définies de harcèlement à nos corps et cerveaux défendants, que du positif, voilà, étant donné que tout sera contrôlé, tout sera normé au travers de ces dispositifs. Et donc, même ce qu'on appelle aujourd'hui le juste et sensible problème du consentement sera peut-être différemment éclairé. En tout cas, nous aurons en toute connaissance, en toute responsabilité, l'ensemble des conditions générales d'utilisation que vous pourrez accepter ou refuser. On balancera ou ne désactivera plus que son port USB. Voilà. Dernier constat, sans prétention d'exhaustivité dans la fabrique maintenant numérique des plaisirs, dans les futurs agencements amoureux ou sexuels comme dans les fantasmes, une attention particulière est à réserver à l'artificialisation des relations et des interactions avec l'idée de reproduire le comportement humain en conscience et en sentiment, mais aussi de revenir à l'essence même des technologies conçues par l'humain, c'est-à-dire augmenter les capacités perceptives que nous avons, les capacités physiques que nous avons, réaliser des performances en calcul, sans cesse découplées, de prendre des décisions à notre place et de nous épargner, et même pour des personnes encore actives sexuellement, nombre de pénibilités et de gestes répétitifs. Alors, il y a deux types de capacités, je terminerai par là. Les capacités perceptives, d'abord, alors là, c'est vraiment toute ressemblance avec un avenir proche serait bien sûr pure coïncidence. Voilà. Les capacités perceptives d'abord, alors on connaissait l'art du sexto, dont on a parlé cet après-midi, on découvrira de proche en proche les liens ou les rapports avec des partenaires multiples en réseau, le choix individuel, le sur-mesure algorithmique pour initier et vivre les relations intimes avec des agents artificiels ou des partenaires virtuels. On aura du plaisir high-tech. Alors il y a une société déjà, dont je ne citerai pas le nom, qui conçoit une interface permettant de lier en temps réel les sensations de deux personnes physiquement éloignées via des serveurs sécurisés, assurant un partage de sensations à distance. Donc même la pulsion scopique classique qu'on a via la réalisation filmique, érotique ou pornographique sera transformée par cet amour 4.0 à distance dans les mondes virtuels connectés et déconnectés, c'est-à-dire on-off. Ce qui est quand même pratique à un moment donné, pouvoir allumer et éteindre. Voilà. Sans doute aussi, toute notre vie conjugale et notre vie digitale vont converger en perception, plus de gestion de conflits, un partage algorithmique des tâches, un équilibre masculin-féminin, ça a été précisé dans l'importance aujourd'hui, la reconnaissance fondamentale de l'intégrité comme de l'altérité, comme de l'intégrité physique à tous les âges. Les capacités physiques environnementes, c'est-à-dire que la sociologie du couple telle que l'a composée Jean-Claude Kaufmann va complètement disparaître. Il semblerait qu'en 2039, nous ayons maintenant, utopie ou dystopie, mais des lunettes qui permettront de voir le conjoint tel qu'on a envie de le voir. Voilà. Ce qui est quand même une avancée majeure, semble-t-il. Voilà. Donc, capacité physique, ensuite, le comportement amoureux à l'heure des big data passera aussi par l'Internet des objets, classiquement vu sous l'angle de ce qu'on appelle le jouet sexuel. Depuis des dispositifs pour tonifier la périnée féminin aux masseurs corporels avec une multitude de modes de vibration, aux poupées dites d'amour en silicone, mais aussi des masturbateurs connectés pour l'homme, ou alors, tenez-vous bien, l'anneau pénien qui est connecté, qui analyse les performances, autrement dit la fréquence des rapports, la vitesse des mouvements, qui stocke, qui transmet l'information à d'autres utilisateurs, et notamment en cas de séparation. Oui. En cas de divorce ou de séparation, vous pourrez utiliser ces données. Voilà. À votre avantage, notamment. Et nous allons, bien sûr, vers des actants organiques et non organiques qui ne se limitent plus au sex-bot, c'est-à-dire le bot, vous savez, c'est cet actant logiciel, cette solution informatique de conversation que nous avons, et il semblerait que, vous le voyez là, une étude relève 48% des hommes contre 33% des femmes seraient favorables au rapport sexuel humain-robot, et ces derniers pouvant même dépasser en performance ceux des humains, notamment parce qu'ils seront assistés par une intelligence artificielle. Chers collègues, mesdames, messieurs, Henry, en 2018, valait seulement 11 000 $. C'est un coût envisageable.
Alors, on va même beaucoup plus loin parce qu'on pense même comment, dans un futur, c'est des articles très sérieux, voilà, il pourrait y avoir une reproduction humaine, non humaine, et par la suite. Et pour terminer avec Isaac Asimov, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des ordinateurs, mais finalement, il faut avoir peur qu'ils viennent nous manquer. Je vous remercie de votre attention.